Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Tom Duff disait, personne ne connaît vraiment la grammaire du Bourne Shell. L'examen même du code source n'apporte que peu d'informations. Aujourd'hui, c'est un moment particulier, la dernière vidéo théorique de toute notre série sur le guide de référence des scripts Bash. On termine avec le style d'écriture, et un chapitre divers, qui couvre absolument tout ce qu'on n'avait pas encore casé, 10 sections différentes. C'est dense, mais c'est le point d'orgue de tout ce qu'on a construit ensemble depuis le début. C'est parti, commençons par écrire des scripts avec style. Premier réflexe absolument fondamental, commentez votre code. Un script écrit rapidement l'année dernière, sans le moindre commentaire, devient très vite un mystère complet, même pour son propre auteur. Ajoutez aussi des entêtes descriptives à vos scripts et à vos fonctions. L'auteur, la date, l'objectif, et pour chaque fonction, ses paramètres attendus et sa valeur de retour. Deuxième réflexe important, évitez ce qu'on appelle les nombres magiques, c'est-à-dire des constantes littérales codées en dur directement dans votre script. Imaginez que vous testez l'existence d'un fichier de log précis, et qu'un an plus tard, ce fichier change de nom. Sans variable dédiée, il faut modifier chaque occurrence manuellement, dans tout le script, en espérant ne rien casser au passage. La meilleure méthode, définir une seule variable en tête de script, qu'il suffit de modifier à un seul endroit. Troisième point, choisissez des noms descriptifs pour vos variables et vos fonctions. Un nom de variable cryptique comme fl est bien moins clair qu'un nom explicite comme liste-bas fichier. La convention généralement admise, les majuscules pour les constantes du script, un préfixe e_ pour les codes d'erreur, et les majuscules également pour les variables d'environnement exportées. Petit conseil supplémentaire, évitez de préfixer vos propres variables par un tiret-bas, cette convention étant généralement réservée aux variables système. Utilisez aussi des codes de sortie de façon systématique et réellement significative, plutôt que des valeurs arbitraires. Et adoptez, si possible, des options de ligne de commande standardisées pour l'appel de vos scripts, comme -A pour tout afficher, -H pour l'aide, ou -V pour un mode verbeux. Une convention cohérente rend immédiatement vos scripts familiers pour quiconque les lit, y compris vous-même, des mois plus tard. Et enfin, n'utilisez jamais une construction complexe lorsqu'une construction plus simple suffit parfaitement. Tester explicitement le code de sortie d'une commande juste après son exécution est redondant, alors qu'on peut directement placer cette commande dans la condition d'un if. La citation qui résume parfaitement l'esprit de tout ce chapitre. En lisant le code source du Bourne Shell, j'ai éprouvé un choc en constatant à quel point de simples algorithmes pouvaient être rendus complètement incompréhensibles par un mauvais choix de style de code. Je me suis alors demandé, quelqu'un peut-il vraiment être fier de ce code? Passons maintenant aux shells interactifs et non interactifs. Un shell interactif lit ses commandes directement depuis un terminal, affiche une invite, et permet une véritable interaction avec l'utilisateur. Un script, lui, tourne toujours dans un shell non interactif, même s'il peut techniquement accéder au terminal dans certains cas particuliers. Il est possible de tester si votre script s'exécute réellement de façon interactive, en vérifiant simplement si la variable d'invite PS1 est définie ou non. Une alternative plus robuste consiste à tester directement si l'entrée standard correspond bien à un terminal. Point important à retenir, les scripts d'initialisation et de démarrage du système sont nécessairement non interactifs, puisqu'ils doivent impérativement fonctionner sans la moindre intervention humaine. Continuons avec les scripts d'appel, qu'on appelle aussi des wrappers en anglais. Un script d'appel intègre simplement une commande système, ou un utilitaire existant, en lui passant un ensemble de paramètres précis. C'est extrêmement utile avec sed et awk, qu'on peut ainsi réutiliser facilement, sans jamais avoir à retaper l'intégralité de la commande sur la ligne de commande. Un exemple très simple, un wrapper qui supprime toutes les lignes vides d'un fichier, en appelant simplement sed avec les bonnes options. On peut aller plus loin encore, avec un wrapper qui remplace un motif précis par un autre dans tout un fichier, ou même un wrapper qui embarque directement un script Perl complet. Il est même possible de combiner Bash et Perl dans un seul et même fichier. Selon la façon précise dont ce fichier est invoqué, c'est soit la partie Bash, soit la partie Perl qui s'exécute réellement. Passons maintenant aux tests et comparaisons, et à leurs alternatives modernes. La commande test historique, les crochets simples, les doubles crochets, et les doubles parenthèses pour les comparaisons purement arithmétiques, produisent tous des résultats équivalents pour une comparaison simple. Mais les doubles crochets et les doubles parenthèses sont aujourd'hui presque toujours préférables aux crochets simples classiques. Ils sont plus lisibles, et surtout, ils évitent une grande partie des pièges liés au guillemettage qu'on a vus dans nos vidéos précédentes. Terminons ce premier bloc avec la récursion, un script qui s'appelle littéralement lui-même. Oui, c'est parfaitement possible en Bash. Un exemple vraiment utile, un annuaire téléphonique récursif,
qui filtre progressivement les résultats à chaque nouvel appel récursif jusqu'à ce qu'une seule ligne correspondant à absolument tous les critères de recherche survive. Un autre exemple professionnel très intéressant, un script qui se relance automatiquement lui-même via sudo s'il détecte qu'il n'a pas encore les privilèges suffisants. C'est une technique élégante pour simplifier l'expérience utilisateur, en évitant d'avoir à taper systématiquement sudo devant chaque appel du script. Petit rappel important déjà évoqué dans notre vidéo sur les fonctions. Trop de niveau de récursivité peut littéralement saturer la pile d'exécution et provoquer une erreur de segmentation. Passons maintenant à un sujet plus ludique, coloriser les scripts. Les séquences d'échappement ANSI permettent de contrôler précisément le texte en gras, la couleur du texte, et même la couleur du fond directement dans votre terminal. Un détail technique important à retenir, la commande tpusgr0 restaure l'affichage normal du terminal. L'oublier laisse toute la sortie suivante colorée, ce qui peut vite devenir gênant. Le guide ABS présente même un exemple particulièrement impressionnant. Un véritable jeu de course de chevaux entièrement animé en Bash avec un dessin en ASCII qui se déplace en temps réel sur le terminal, la preuve ultime de ce que ces séquences d'échappement permettent réellement de réaliser. Mais attention à un avertissement vraiment important sur ce sujet, les séquences ANSI ne sont absolument pas portables. Un script magnifiquement coloré sur votre propre terminal peut s'afficher totalement illisible sur un autre émulateur de terminal, ou même pas du tout. Les scripts colorisés restent donc probablement inadaptés dans un contexte professionnel sérieux, et pourraient même être perçus négativement par votre hiérarchie. Continuons avec les optimisations. La plupart des scripts shell sont, avouons-le, des solutions rapides pour des problèmes relativement simples. Optimiser leur vitesse d'exécution n'est donc généralement pas une priorité absolue. Mais quand c'est réellement nécessaire, quelques principes s'appliquent. Évitez les commandes non nécessaires, particulièrement à l'intérieur d'un tube. Envoyer le contenu d'un fichier vers cat, puis vers grep par un pip, lance un processus cat totalement superflu, alors que grep peut directement lire le fichier lui-même en un seul processus au lieu de deux. La commande cat, d'ailleurs, est particulièrement sujette à cette surutilisation dans énormément de scripts. Préférez également les commandes internes de Bash aux commandes système externes. Elles s'exécutent plus rapidement, et ne lancent généralement pas de sous-shell supplémentaires à chaque appel. Sortez systématiquement les opérations coûteuses de vos boucles, plutôt que de les répéter inutilement à chaque itération. Utilisez les outils Time et Times pour identifier précisément les véritables goulots d'étranglement de votre script. Et pour des opérations intensives sur des fichiers, des outils comme AWK, ou même Perl, battent souvent Bash à plate couture en termes de performance pure. Passons maintenant à une série d'astuces vraiment assorties, mais toutes très pratiques. Première astuce. Quand une partie d'un script résiste particulièrement, écrivez-la d'abord en pseudo-code parfaitement lisible, puis remplacez-la progressivement par du vrai code fonctionnel, une fois que la logique globale est parfaitement claire dans votre tête. Deuxième astuce. Ajoutez une ligne tout au début d'un fichier existant, plutôt qu'à la fin. On combine simplement echo avec cat suivi d'un tiret, pour concaténer le nouveau titre avec le contenu original du fichier, dans un nouveau fichier de sortie. Troisième astuce, rassemblez vos fonctions les plus utiles dans un fichier bibliothèque dédié, que vous pouvez ensuite inclure directement dans n'importe quel script, avec le point ou la commande source, qu'on avait vu en détail dans une vidéo précédente. Quatrième astuce. Vérifiez qu'un paramètre passé à votre script est bien un entier valide, en utilisant intelligemment la variable d'état de sortie, juste après un test arithmétique redirigé vers dev nul. Cinquième astuce, et on l'a déjà largement évoqué, contournez la limite de 255 pour la valeur de retour d'une fonction, en la faisant écrire son résultat avec echo, capturé ensuite par substitution de commande. On peut même faire renvoyer plusieurs valeurs à la fois par une seule fonction, en les séparant simplement par un espace dans un seul echo, puis en les extrayant ensuite avec AWK. Règle absolue, toujours la même, une seule instruction echo dans la fonction sous peine de corrompre complètement le résultat final. Sixième astuce, il est également possible de passer un tableau complet à une fonction, et d'en récupérer un autre en retour, en emballant les éléments du tableau original dans une simple variable avant de la passer à la fonction concernée. Septième astuce, particulièrement recommandée, initialisez explicitement le pass et l'UMask en tout début de script. Ceci rend votre script bien plus portable, en s'affranchissant complètement d'un pass potentiellement modifié par l'utilisateur qui appelle votre script. Huitième astuce. Vérifiez qu'une commande dont dépend votre script existe bel et bien sur le système cible, avant de l'utiliser, avec whatis ou whereis, pour éviter des erreurs inattendues sur une machine étrangère. Neuvième astuce, un vrai piège à connaître.
Un test combinant if et grep pourrait ne jamais renvoyer le résultat attendu, si le message d'erreur recherché est en réalité affiché sur stdr, plutôt que sur stdout. La solution, rediriger explicitement stdr vers stdout avec 2 esperluant 1, avant de le transmettre au pip vers grep. Et 10e astuce, pour terminer cette section. Il existe même des familles d'outils comme Dialog, Gdialog, Xdialog ou Zenity, qui permettent d'afficher de véritables fenêtres graphiques interactives, directement depuis un simple script shell, très utile pour donner une interface conviviale à un script système par ailleurs purement en ligne de commande. Abordons maintenant les problèmes de sécurité, un sujet vraiment sérieux. Premier point d'alerte, un script shell peut littéralement contenir un ver, un cheval de Troie, ou même un véritable virus. Des chercheurs des Bell Labs ont clairement démontré qu'il est tout à fait facile, même pour un débutant complet, d'en écrire un. La règle absolue à retenir, ne lancez jamais un script en tant que root, sans en connaître précisément la provenance, ou sans l'avoir consciencieusement analysé au préalable. Concernant la protection du code source lui-même, l'outil SHC permet de compiler un script shell en un véritable binaire exécutable. Mais un article du Linux Journal a clairement montré que ce binaire peut, dans certains cas, être décompilé pour retrouver le code source original, ce qui limite sérieusement l'utilité réelle de cette technique. Et voici les règles d'or pour écrire des scripts shell relativement sécurisés, proposées par Dan Stromberg. Ne placez jamais de données réellement secrètes dans des variables d'environnement. Ne passez jamais de données secrètes en argument d'une commande externe, préférez toujours un tube ou une redirection pour ce genre d'informations sensibles. Et configurez votre passe avec une attention toute particulière, en ne faisant jamais confiance aux variables d'environnement héritées d'un appelant, surtout lorsque votre script tourne avec les privilèges root. Terminons avec 2 derniers points, plus courts, mais tout aussi importants. D'abord, la portabilité. Larry Wall disait « Il est plus facile de migrer un shell qu'un script shell ». Bash dispose de nombreuses fonctionnalités totalement absentes du Bourne Shell traditionnel, comme la substitution de commandes modernes, les tableaux, les doubles crochets, les doubles parenthèses, la substitution de processus, ou encore l'opérateur de correspondance pour les expressions rationnelles. Pour tester une conformité stricte au standard POSIX, on peut utiliser l'option set-au POSIX. Et sur un système Unix commercial plus ancien, un script qui exploite des fonctionnalités spécifiques aux outils GNU peut tout simplement échouer, sans jamais fonctionner correctement. Et enfin, un dernier mot sur les scripts sous Windows. Même sur ce système d'exploitation, il reste possible d'exécuter de véritables scripts de type Unix, grâce à des paquets comme Cygwin ou les utilitaires MKS. Et depuis 2006, Microsoft propose même PowerShell, qui reprend certaines fonctionnalités de script directement inspirées de Bash, dans une version toutefois plus limitée. Voilà, on vient de terminer, ensemble, l'intégralité de la partie théorique de ce guide vraiment massif sur Bash. Du tout premier script Hello World, jusqu'à ces techniques avancées de style, de sécurité, et de portabilité, c'est un véritable voyage qu'on a fait ensemble sur cette chaîne, épisode après épisode. La partie pratique de cette formation, celle qui va vraiment consolider tout ce qu'on a appris à travers l'intégralité de cette série théorique, arrive juste après. Elle vous permettra de transformer cette accumulation de connaissances en une compétence réellement opérationnelle, particulièrement précieuse pour les professionnels de la cybersécurité et pour les administrateurs système. Si cette série vous a été utile depuis le début, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à l'Akiviste si ce n'est pas encore fait. Et surtout, dites-moi en commentaire, quel a été votre chapitre préféré depuis le tout début de cette série? On se retrouve très bientôt pour la partie pratique. À très vite!